Bien, mesdames et messieurs, je vous invite à regagner vos places, s'il vous plaît, pour la dernière session avec un petit peu de courage. Il fait chaud, nous sommes fatigués, mais ce ne sont pas les communications les moins intéressantes qui nous attendent, et donc je vous prie d'être encore un petit peu attentifs pour aller au-devant de découvertes que vous n'imaginez peut-être pas. Et donc pour cette avant-dernière communication, j'ai eu le très grand plaisir d'accueillir Angelo Agostino, dont nous avons déjà entendu parler aujourd'hui, qui est professeur de chimie inorganique au département de chimie de l'Université de Turin et qui applique en particulier aux manuscrits, mais aussi à d'autres supports, la spectrométrie de fluorescence des rayons X, donc dite XRF, qui est particulièrement opérante sur les matériaux minéraux et qui nous a rendu de très fiers services au cours du programme de recherche appliqué aux manuscrits occidentaux et orientaux. Aujourd'hui, il va nous parler d'un manuscrit cher à mon cœur, auquel j'ai consacré de nombreuses années, peut-être aussi pour préciser quelques éléments, pour en révolutionner certains autres, je le souhaite, le manuscrit syriaque 341, qui est l'un des joyaux de la Bibliothèque nationale de France. Merci François. Bon après-midi à tout le monde. Non, je vais pas définir de nouvelles découvertes dans ces manuscrits. Excusez-moi, je parle un peu en français, mais j'irai parler in English very well. So, the color under the color, an overview on the Syriac 341. It's a very ambitious title for my presentation. But in reality, my presentation is not so ambitious. And why? Because I follow all the presentation made in these 2 days, starting from the idea to build a big database on color and color in manuscripts, able to correlate color with matter used to create pictures inside the miniature of our manuscripts. And we see also different techniques. We start just using not invasive techniques. This is my field. I use XRF in portable way to extract the maximum of information by using this technique. But we see also not invasive technique applied in like a Ferrari. So it's the best way to see and to understand the composition of matter without to destroy it. And the goal of this presentation is not to find new color of materials or strange things from these manuscripts, but it's just to stop, just to go slowly to see the landscape, because it's interesting, because I see the presentation of young people or eminent professor that demonstrate their enthusiastic approach to this matter. And this enthusiastic approach is very good to increase, to improve the science in this field. But, this is my opinion, sometimes we go just in one direction without to see the part in all the around landscape, okay? So, sorry, I need to use just this. The title of the colloque, c'est Matière, Technique et Perception. Fantastic. Why? Because, no, really, because the color is a very big problem. Yesterday someone said that, okay, the philosopher say that color doesn't exist. From the scientific point of view, also, the color doesn't exist. If I don't apply light, color doesn't exist, okay? If I see in the black room one color, the color is black, okay? Anyway, it's just a joke, but it's important to define the field where we want to play. And the field is
art historian field, where the questions are to define the palette, to define the hands used in different manuscripts, and is to analyze, I don't know how many manuscripts, to understand the root of the method to create the miniatures, or the route to create to find materials to create miniatures. The way, the technique, also the perception to see. You see the color in different way than me. For you, probably my T-shirt is, I don't know, turquoise. For me, is more or less light blue. I don't know. It's a very complex field. This is the point. Yesterday, someone presented, okay, I show in my database the miniature. I show the point here. I show the measurement made here, but which means here? It's a point. It's a 3 millimeter point, is a 1 centimeter point, is 1 micron point. The point change the perception of the information. Okay, so with Maurizio Aceto, we worked together about 20 years, more than 20 years, following a philosophical approach to the analysis on cultural heritage. The philosophical approach means that we try to use just non-invasive approach to obtain the best results in terms of information. That doesn't mean the best information in absolute, but the best using this technique. And we try to use optical microscopy, X-ray fluorescence. Thomas described this technique better than me. I skip this part absolutely. The fiber optics force to see the molecular information from materials component, the color. So we are able to describe, to define one little field to understand, for example, the palette of the miniatures. Now, if I use my Peugeot and Thomas uses his Ferrari, in both cases we are producing data. We are producing data and we need to understand which kind of data we have produced. We need to correlate them to find the relationship. We need to contextualize. We need to cooperate with art historians to understand the meaning of this data. This is the focus of the work. Okay. This talk is just to put some critical point of view in our work, not just in mine, in our work. I take in account just 2 pages from the Syriac 341. Volume 8R and 25R, just to compare the results already obtained. Nothing is new. François write all about this manuscript. It's not my time to change something. Okay. Anyway, you can see 2 different miniatures. That miniatures are 2 little frame. You see, there are 2 little frame with inside the drawing, the painter. Okay. So when analyze one object, for example, here I analyzed the incarnato, the flesh tone. Yesterday, you speak about the flesh tone, and
the meaning of the flesh tone in art, the use of white. This is, I don't remember the significance of the white and the red, and they put them together to give the pink color or the flesh tone. And you see, you can see, you are able to see the pointer. No? Yes. Okay. Now, yes. This is more or less the dimension of the analysis that we have made. Is more or less 0.5 millimeters, more or less. And this is the aspect of the pink. And in correlation is the composition of the pink, which is your expected composition, the composition of red, the composition of white, and also this, I don't know, yellowish part inside. Okay. This is our results. We are able to see that the white, the red is cinnabar, the white is biacca, is white lead, and the other components are more or less yellow earth and silicate. All this information are made using just non-invasive analysis. Non-invasive analysis means the quantification of information obtained in terms of spectroscopy, in terms of force, in terms of spectrometry, like XRF matching, to obtain this kind of results. This kind of results, you see, is not so strange. It's on 2 rows. That means there is not only a mixture, but also a stratigraphy in composition. That is, for example, the XRF results, where we can compare the previous skin tone and white. You see, are more or less the same profile. The pink one is obviously the pink, the white is possible. You can see very well. Okay. The difference is the presence of mercury. More or less are the same results. Only the mercury changed the composition. This is the compound obtaining the results obtained on white. So you are able to see something of strange in this picture? There are some strange things? Nobody? For example, azurite. Why azurite? I return a skip. You see here, nobody sees this point. In white, I see azurite. But why? I go on, okay, this is azurite. You see? This is a point with this hand, with this arm, on the blue of the mantle, I think, and there is a superposition of the two colors. Good. It's very simple. We are able to explain the presence of copper. Great. We go on. Also here the azurite is no more under the color. It's just dispersed in the biacca. Okay. Take in mind the presence of copper and azurite. You see, I started from azurite. Is always present. There are always spots. And this is the dark of the hairs. And the composition here, after we comes to the composition, is very simple. So I can show you. Is brown earth with iron and wet lead, maybe carbon, but it's very difficult to define it from XRF. A series of other compounds inside. Why I put this image? One of the questions before was, oh, you see calcium inside your palette Campitur in your area. Yes, probably is due to the
contamination probably is due blah, 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 blah. But we need to imagine that the colors produced in the past are not the synthetic colors produced by Kremer. Someone of you analyzed the pigments produced by Kremer? Maybe Thomas? Someone tried to analyze it? Are fantastic, because if you make an X-ray diffraction on azurite, for example, you find that just the 50% of the pigment is azurite. The rest is silica, or I can use the terms, and the medical term, excipient. You understand? This was also in the past, not with the same objective, but also in the past. When I discuss lead and I find calcium, it's not so strange. Because to obtain lead, I need to use carbonatic and acid water to obtain my lead carbonate. That means probably I find calcium in my analysis. It's not so strange. Okay, the interesting part is to correlate all this information with the palette, with the pigment. And this is the difficulty, to obtain a definition of color and in the same time the definition of the material associated to the color. When I speak about azurite and I find some impurities due, for example, barium, in the azurite, that means that the provenance of azurite is different, or is from particular mining. Okay, let's go. So that is the composition, skip it. The same is in this part. Attention, because the frame is a different history. You know better than me. The frame probably is not the same painter, is not some the people that paint the miniature. And in that case, we discuss a lot with Maurizio about this point, because he said, okay, this is lac. Oh no, it's cinnabar. Okay, we need to put together the information. In that case, we find that the analysis of the reflectance curve show that probably is a lac, is a matter dye. The profile of the curve is able to define these results, not the mathematical information, not only the maximum, for example, of derivative. And from the XRF point of view, as already said, from other people, the presence of aluminum, of potash, say that is present probably a mordant where the dye was dispersed. Okay, when we go to see other part, we discover that, for example, in the yellow-brown of this part, the presence of gold is the main compound. We find also other color like that. In that case, we have azurite, and we can show the results in terms of simplified XRF, where the copper and the gold differentiated make the point on the colors. So that is more complex. We discuss about this part. This is a violet color, where the composition is more complex, because we have blue, red, and probably brown inside to define the color. So I return again to my steps. Which means violet?
the violet is this mixture, is the perception of the violet, is the, is the copper, is the iron. What is this, the violet? The same is for the reds. In this case, the red was a lake. It's very simple because we don't have any elements characterizing this color. We have only aluminum and potash, for example. But the question is how we can define a color without taking account the composition. This is one of the open questions. Okay, this is the mother dye like the other one. So I go fast because the time is... Okay, just a point here where there is this background, this green background, where the blue is always present. That seems to be scratched, you see. This is a copper, probably acetate. We can see the shape of the surface of this part, but this scratch is not so interesting from the microscopic point of view. And also this part is very peculiar because this bluish in this part is different from the appearance, the usual appearance of azurite. And also the composition is not so simple to understand because there are no peaks related to copper. We go in the other side of the moon. We go in the volume 25. In that case, we are analyzing this blue in the west. So you see the blue seems to be not blue, is white more or less. This is obviously the microscopic point of view. You know very well this aspect. In that case, we are in presence of ultramarine color with lazurite that is composed mainly by aluminum, silicon, sulfur, and calcium. We find it in XRF, white lead, and there are also high concentration of iron associated to sulfur. You can see this point. It's just a suggestion because it's impossible to define if it's really pyrite. But if I used lapis lazuli, probably could be present by now. This is the force analysis that define the presence of lapis lazuli. And so we go to see other cases. So we are again in the frame, in the volume 25, and there is a strange effect. You see the aspect of the red, of the blue, and of the green. Three colors in this frame. They are so strange because obviously are characterized by mercury. This is cinnabar in the red, copper. This is in the green, probably acetate. And the blue is not so well defined, maybe could be lapis lazuli, because I observed aluminum and potash. The strange thing is the presence of zinc. It's the only three color where this element is present. It's present in low concentration. We are speaking about some 0.2% in concentration, and is probably natural, I don't know, but it is strange because it's the only three cases in both the pages. So the greenish area, also this one is already strange, is also strange because is superposed to the gold, a gold layer. Maybe the miniature
is a choice, but it's so strange. This is acetate. Okay, you see the goal. Yes, okay, thank you. I go on. This is again the purple. You see, this is the greenish. I go faster just because it's interesting. In that case, probably I have indigo, come from force. Light blue is just ochre. And that's, we have the results of the 2 pages compared. More or less, we have azurite in volume 8 and lazurite, lapislazuli, in volume 25. Lichen cinnabar as red in the volume 8. Lichen cinnabar plus zinc, but I prefer to define this like red in the volume 25. Gold, interesting the presence of silver in all the gold in volume 25, not present in the volume 8, and the violet, where we have 2 different compositions. Okay, interesting the presence of copper in all the colors of the miniatures present in the volume 8. Is always present. That means, I don't know, impurities or probably the preparation. I don't know, but this is a case. So I return on the title of this colloquium, Perception Matière Technique. Which kind of color you are observing now? Pink? Yes, flesh tone, pink, violet, okay. This is the aspect. So, again, we have in presence of a mixture. I don't know if I'm able to define the point. The point is how I can define a color and create a database. When the creation of pink, for example, you remember the first slide where they used cinnabar and lead and white lead, and here. How you can? But anyway, are open. The same is for these 2 colors, where in one case we have lake, in the other case cinnabar. So, I conclude. I have time to conclude? Yes? You have 10 seconds. 10 seconds? Oh my God. Okay. The color is a very difficult matter in all the terms. The difference in dimensionality to understand the color change the results, macro or micro, and this is the problem. How we can define these colors? One method is use color terms or basic color terms as proposed and cited by Guido Frison. This is in memory of him. This is idea to define color in simple way, but my opinion is not more possible. And the other question is how I can combine the semantic definition of color with the microscale. And again, what is the threshold, the limit for the analysis to give information for the interest of art historian, for example? So, thank you for your attention. This is an old picture with 2 young men some years ago. Merci beaucoup. Je pouvais pas t'interrompre. Ça me passionnait beaucoup trop, pour les raisons que chacun sait. Mais il nous faut maintenant passer à la dernière communication, qui est celle d'Annie Vernet-Nouri, qui me fait l'amitié de sa présence et d'ouvrir un dossier tout à fait passionnant. Peut-être commencer par afficher ce diaporama. Tac. Annie, comment est-ce qu'on manie les images? Ici, avec les petites flèches. Donc, Annie Vernet-Nouri, qui a été conservateur en chef au département des manuscrits, spécialiste du domaine du livre arabe, et à ce titre commissaire de plusieurs expositions sur ce thème et plus largement sur le monde islamique. Elle a notamment contribué à l'exposition Torah, Bible, Coran au Louvre Abu Dhabi, précédemment présentée à la Bibliothèque nationale de septembre 2023
à janvier 2024 et elle est actuellement commissaire de l'exposition dédiée aux fables animalières enluminées de Khalila Wadimna à La Fontaine, Voyage à travers les fables, qui se tiendra jusqu'au 21 juillet prochain. Et le dossier brûlant sur lequel elle a accepté de se pencher à la lumière des analyses qui ont été conduites par Maurizio et son équipe l'année dernière concerne les parentés entre les manuscrits arabes islamiques et chrétiens orientaux dans les collections de la BNF. Bon, je commencerai d'abord par remercier Charlotte et François de m'avoir donné l'opportunité d'intervenir à ce colloque et de parler un peu des manuscrits orientaux qui ont été assez peu présents pendant ces 2 journées. Donc je suis spécialiste de manuscrits arabes et j'ai eu la chance de mener entre 2013 et 2018 un programme de recherche BNF qui était consacré aux manuscrits arabes illustrés de Khalila Wadimna, donc ce texte de fable animalière qui a eu un grand succès dans le monde arabe et qui a été l'un des seuls et l'un des plus illustrés. J'ai eu donc dans ce cadre l'opportunité en 2016 de mener une campagne d'analyse physico-chimique non invasive avec Nathalie Buisson, ingénieure physico-chimiste qui était alors en charge du laboratoire Richelieu au service de la conservation de la BNF. Ce travail, auquel je ferai référence aujourd'hui à propos de 2 manuscrits, a donné lieu à la parution d'un article dans la publication qui couronnait en 2022 ce programme de recherche consacré à Khalila Wadimna. Nous partions du constat que les nombreuses analyses physico-chimiques publiées jusque-là permettaient d'identifier les couleurs employées dans l'Occident médiéval latin, mais que leur connaissance dans le domaine islamique restait très majoritairement réservée au domaine persan, hormis quelques travaux effectués au Royaume-Uni sur 2 manuscrits illustrés, ou une étude plus importante en nombre sur un corpus de manuscrits de la BNF, mais essentiellement basé sur le corpus coranique, donc sur des enluminures non figuratives. L'intérêt de nos analyses était de partir d'un corpus homogène, constitué de 6 manuscrits d'un même texte, conservés à la BNF, qui s'échelonnaient entre le XIIIe et le XVIIIe siècle, et donnait une opportunité extraordinaire d'étudier les matières picturales utilisées et surtout de suivre l'évolution de la palette sur plusieurs siècles. Nous avions adjoint à cette étude un 7e manuscrit de l'autre grand texte littéraire illustré dans le monde arabe, les Maqamat d'El-Hariri, très proche par son exécution du Khalila Wadimna du XIIIe siècle, afin de voir si l'étude des pigments pouvait nous donner des arguments en faveur d'un atelier commun. Et on rejoint là des problématiques qui ont été évoquées aujourd'hui. J'insisterai sur le fait que la peinture arabe est un domaine, malgré des recherches récentes plus innovantes, qui n'est pas encore assez étudié et que nous savons assez peu de choses sur la manière dont ces peintures, les conditions dans lesquelles elles étaient effectuées et les workshops dans lesquels elles étaient faites. La campagne d'analyse menée à la BNF par Maurizio Aceto et son équipe au printemps 2023 a permis d'enrichir considérablement les données disponibles sur les manuscrits arabes, avec l'apport ainsi de 5 nouveaux manuscrits arabes copiés au XIIe et XIIIe siècle, auquel s'est adjoint un manuscrit copte qui présente de nombreuses similitudes avec plusieurs manuscrits arabes. Ce dernier complète des analyses faites précédemment par la même équipe que nous a communiqué François Pachamiran, celle faite sur un manuscrit copte arabe conservé à l'Institut catholique de Paris et sur un manuscrit syriaque des collections de la Bibliothèque Vaticane. En effet, il nous paraît important, dans cette étude de la peinture arabe, d'inclure dans l'analyse des résultats des manuscrits produits à la même période dans des communautés chrétiennes. Ceci est dû au fait qu'à l'époque médiévale, plusieurs cultures cohabitent dans le monde arabe. L'islam y règne en maître et l'arabe y est désormais dominant. Mais des communautés chrétiennes, présentes avant la conquête islamique, continuent à y vivre et à pratiquer leur langue liturgique, dont le copte et le syriaque. Ainsi, quelques manuscrits réalisés au XIIe et XIIIe siècle présentent des similitudes absolument frappantes dans l'iconographie, le style et la manière de peindre,
et qui témoignant ainsi de la porosité qui existait entre ces différents milieux culturels. Ces ressemblances sont particulièrement visibles à l'œil nu dans les 2 manuscrits coptes et le manuscrit syriaque et ont été relevées dès le milieu du XXe siècle, entre autres par l'historien de l'art Hugo Buchtal. Dans cette intervention, à partir d'un corpus constitué de 9 manuscrits des XIIe et XIIIe siècles, 6 arabes, 2 coptes et un syriaque, le projet était donc de se demander quel apport pouvaient constituer les analyses de pigments pour mieux appréhender ces influences réciproques. Ce projet s'est révélé extrêmement ambitieux. J'ai été confrontée à un très grand nombre de données et à la difficulté de les interpréter. Et j'ai été extrêmement songeuse en entendant les communications cet après-midi qui nous parlaient des nombreuses possibilités de tri qu'offrait l'intelligence artificielle. Je commencerai donc par présenter mon corpus et le contexte dans lequel il a été effectué, il a été produit. Les manuscrits ont donc tous été produits entre le XIIe et le XIIIe siècle. C'est une période charnière qui commence à une époque où l'unité du califat abbasside est déjà largement effritée au profit de pouvoirs locaux non arabes qui sont détachés du pouvoir central. L'Égypte et la Syrie sont sous domination ayoubide, la Gézira, c'est-à-dire le nord de la Mésopotamie, est aux mains de dynasties locales d'obédience turque, comme les Artukides ou les Zengides. Au sud de la Mésopotamie, Bagdad, centralité du monde arabo-islamique, malgré le déclin politique du califat, continue à rayonner culturellement. Et c'est là que sont produits les manuscrits les plus connus dans une toute petite charnière de temps. Cette période va prendre fin avec le grand bouleversement que constitue la prise de Bagdad en 1258 par les Mongols et la chute des Ayyoubides au profit de l'installation d'un sultanat mamelouk en Syrie et en Égypte, à partir de 1260. Ce bouleversement politique fait basculer l'Irak sous la domination iranide et devient sous obédience culturelle persane, et l'arabité se réfugie alors dans le sultanat mamelouk. Les premiers manuscrits en arabe illustrés qu'on possède remontent assez tard par rapport au corpus que nous avons vu aujourd'hui, puisque c'est seulement à la fin du Xe siècle et au début du XIe siècle que l'on trouve les premiers exemplaires. Ce sont essentiellement des manuscrits à caractère scientifique. Ces ouvrages ont été en partie traduits du grec et leurs illustrations s'inspirent de modèles grecs. Très peu de textes littéraires ont été illustrés et ce sont essentiellement les Marqamat et Kalila Wadimna, les 2 textes que nous avons évoqués. Donc cette période choisie du XIIe-XIIIe siècle correspond donc à un important développement de la peinture arabe, d'illustration, et elle a été longtemps considérée d'une façon assez restrictive comme l'âge d'or de la peinture arabe. Il existe plusieurs centres de production qui correspondent aux centres de pouvoir et qui se caractérisent par des particularités stylistiques. S'inscrivant dans cette chronologie, les manuscrits arabes analysés sont particulièrement représentatifs de cette diversité, à la fois par le texte, 2 manuscrits scientifiques, 4 manuscrits littéraires des Marqamat et de Kalila Wadimna, ainsi que par le lieu de leur production. 2 se rattachent à la Syrie ou à l'Égypte, faisant ainsi écho aux 2 évangéliaires coptes. 3 sont produits en Haute-Mésopotamie, dont le manuscrit syriaque. Le dernier, enfin, est copié à Bagdad, siège de la centralité, et longtemps considéré donc comme le lieu de la peinture arabe avec une majuscule. Donc, je passerai d'abord en revue l'ensemble de mon corpus afin de vous en montrer la diversité. Le premier est un traité des Materia Medica du Dioscoride, c'est donc un traité de pharmacologie, et c'est l'un des premiers ouvrages à être traduit du grec. Et
Il est illustré uniquement de figures de plantes ou de poissons et de coquillages et ne possède pas de représentation humaine. C'est un manuscrit incomplet, ni daté, ni localisé. Et nous verrons justement qu'un des problèmes de ce corpus est d'être majoritairement ni daté, ni localisé. Donc ce manuscrit a été fait sur parchemin, probablement en milieu chrétien, comme en témoignent les inscriptions en syriaque, la marque d'un médecin. Et ce manuscrit a été attribué sur un certain nombre de critères qui ne sont pas explicités au XIIe siècle et à la Mésopotamie. Il pose dès le départ de cette communication le problème de la place des chrétiens dans le milieu de la peinture des manuscrits en langue arabe. Du fait de son sujet, les plantes, sa palette va comprendre de nombreuses nuances de couleurs vertes et de marron, avec quelques couleurs plus vives comme le rouge ou le jaune. Le second manuscrit est lui aussi un manuscrit scientifique, mais c'est le livre de la Thériaque attribué au pseudo-Galien qui aurait été fait en Gézira, qui est daté 1198-1199 et qui est un manuscrit tout à fait exceptionnel puisqu'il est le seul dans les manuscrits conservés à la fois réunir une mise en page extrêmement élaborée, une écriture calligraphique avec plusieurs types d'écriture et des tableaux, un certain nombre de tableaux avec des représentations de peintres ou des médecins de l'Antiquité et également des miniatures narratives. Les peintures sont extrêmement soignées. Elles ont des couleurs vives, elles sont en bon état, elles n'ont pas été remaniées, mais elles ont été recouvertes à la Bibliothèque nationale d'une mousseline de restauration qui a été retirée ces dernières années et qui a entraîné une atténuation des couleurs. Il y a eu du reste le projet de faire analyser les dépôts de pigments qui restaient sur ces mousselines par le laboratoire de la BNF, mais ce travail, à ma connaissance, jamais été réalisé. Le troisième manuscrit est nous entrons maintenant dans les manuscrits littéraires. C'est l'un des 3 manuscrits des Markramath, donc ce texte extrêmement brillant littérairement, qui a fait l'objet d'un certain nombre de copies. 3 manuscrits sont conservés à la BNF de ce texte, qui sont à peu près de la même époque et qui sont très intéressants du fait que chacun appartient à une école stylistique différente. Ce manuscrit est incomplet, il manque un certain nombre de miniatures. Les miniatures n'ont pas été remaniées, mais certaines sont très abîmées et écaillées. Et lorsqu'on l'examine, on voit que la couche picturale a été extrêmement abîmée et parfois même absente. Il n'est pas localisé ni daté, mais il a été attribué sur sa ressemblance stylistique à la cour artoukide d'Amide, qui est l'actuelle Diyarbakır, donc dans le nord de la Gézira, dans le premier quart du XIIIe siècle. Sa palette se caractérise par ses teintes vives qui sont fondées sur le rouge, le bleu, le vert, le mauve et le doré, ainsi que par la présence du blanc et du noir, et avec assez peu de nuances. Le 4e manuscrit est lui aussi un exemplaire des Markramath. De nombreuses pages ont été refaites, il y a des repeints grossiers qui altèrent la peinture d'origine. Il est daté de 1222, mais il n'est pas localisé. Et sa localisation a fait le sujet de nombreuses interrogations. Il est attribué à l'une des cours ayyoubides de Syrie ou d'Égypte en fonction de sa ressemblance avec le copte XIII, qui fait lui aussi partie donc, de notre corpus. Il est très marqué par son caractère byzantin. L'on peut remarquer l'allongement des visages et des silhouettes, les plis très marqués des vêtements.
Sa palette chromatique est très variée, avec souvent pour une même couleur différentes nuances. On va du clair au sombre, et avec de nombreux roses et de mauves. Et la question aussi de l'environnement chrétien dans lequel il aurait pu être réalisé se pose avec beaucoup d'acuité. Le manuscrit suivant est le manuscrit le plus ancien conservé de Kalila Wadimna. C'est un manuscrit donc, qui est lui aussi incomplet, qui a eu de nombreuses pages refaites, et il a été daté et localisé en fonction de sa très grande ressemblance avec le précédent. La comparaison des pigments que nous avons faite au labo de la BNF a montré qu'on pouvait tout à fait étayer l'hypothèse d'un atelier commun dans lequel auraient été faits ces deux manuscrits. Le troisième manuscrit des Marqamat est lui aussi stylistiquement très différent. Il est attribué à Bagdad à la date de 1237. On a un nom de copiste et, chose très rare, on sait que ce copiste est à la fois celui qui a effectué la copie et les peintures. Ces peintures sont extrêmement élaborées. On a une grande minutie d'exécution, une grande variété de couleurs avec de nombreuses nuances. Vous pouvez voir la différence entre les trois manuscrits des Marqamat que nous avons vus successivement. Les trois manuscrits suivants sont donc ceux qui se rapprochent, qui sont considérés comme se rapprochant le plus de cette peinture arabe de manuscrits. C'est d'abord le fameux Copte 13, cet évangéliaire fait à Damiette en 1178-1180, et la spécialiste de manuscrits arabes que je suis voit immédiatement les profondes ressemblances qui existent avec la peinture arabe sur laquelle je travaille. Il est d'autant plus intéressant qu'il est donc daté, qu'on connaît le lieu de sa copie, et que pour cette période, donc la fin du XIIe siècle et tout le XIIIe siècle, on ne possède absolument aucun manuscrit illustré en arabe, hormis éventuellement ces deux, le Marqamat et le Kalila que j'ai évoqués, mais qui pourraient tout aussi bien avoir été produits en Syrie. Le manuscrit suivant est lui aussi copte, et là aussi, dans certaines pages, particulièrement celles qui représentent les évangélistes, on est frappé par les profondes similitudes qui existent avec la peinture arabe de l'époque. Ce manuscrit est conservé à Paris, à l'Institut catholique. Le dernier manuscrit de mon corpus est donc ce lectionnaire syro-orthodoxe que connaît très bien François, qui a été copié à Mormataille en 1260, donc près de l'ancienne Ninive, pour lequel on a un nom de copiste, qui est un manuscrit sur parchemin, et qui lui aussi présente de nombreuses similitudes avec notre peinture arabe. Donc j'avais ce corpus particulièrement important, et j'ai eu en fait traiter ces données m'a posé un certain nombre de problèmes, et c'est ceci que je vais évoquer ici. Et pour cette intervention, je me contenterai de retracer une sorte de panorama d'ensemble de ces 9 manuscrits, des pigments qui ont été employés. Donc j'ai disposé des résultats de 2 équipes. L'équipe, le travail fait au laboratoire BNF avec Nathalie Buisson, et celui donc avec qui j'ai collaboré pendant de nombreux mois, et le travail fait par Maurizio Azzetto, et dont j'ai seulement disposé des données, et sur lequel je n'ai eu absolument aucune prise, et où j'ai simplement essayé de travailler sur les données qui m'ont été confiées par François. J'ai rencontré un certain nombre de difficultés, d'abord pour des problèmes de terminologie qui n'étaient pas les mêmes, et surtout
sur le fait que les techniques utilisées n'étant pas tout à fait semblables, elles n'ont pas toujours permis de déterminer certains pigments, mais il se trouve que ce ne sont pas les mêmes dans les deux équipes. J'ai ainsi, dans l'équipe du laboratoire BNF, il n'était pas possible de déterminer les colorants organiques qui sont à la base du rose et du violet, tandis que ce sont les colorants blancs et jaunes qui n'ont pas pu être identifiés, faute de temps pour appliquer la spectrométrie XRF dans les analyses effectuées par Maurizio Aceto. Donc, je vais maintenant vous parler de cette palette médiévale telle qu'elle peut se dégager dans ce corpus de manuscrits et qui se distingue en général par sa variété de couleurs, avec souvent de nombreuses nuances pour une même couleur. On trouve ainsi du blanc, du noir, de l'or, du bleu, du rouge, du vert, du brun, du rose, du violet, et dans une moindre part, du jaune, de l'orange et du gris. Donc, concernant le blanc, la présence de blanc de plomb, seul ou en mélange, a été détectée dans les manuscrits donc arabe 34-65 et arabe 60-94, donc les manuscrits étudiés au labo BNF, ainsi que dans le copte arabe 1. Ce blanc de plomb est utilisé pour exprimer la couleur blanche, mais aussi pour éclaircir des couleurs comme le bleu, le vert, le jaune, le brun, ou pour en moduler les tons. Ce pigment pourrait être employé dans les autres manuscrits, mais on ne peut l'affirmer vu le manque d'analyse à ce sujet. Le noir, qui est présent dans tous les manuscrits, est un noir de carbone. Il est parfois présent en d'autres. On trouve aussi d'autres mélanges qui peuvent être faits avec de l'encre ferrogallique ou avec additionné d'ocre rouge ou encore de colorant jaune. Pour ce qui est des couleurs bleues, le bleu qu'on trouve utilisé partout et parfois exclusivement est l'outremer qui a été obtenu avec du lapis lazuli. Ceci confirme l'emploi généralisé de ce pigment à l'époque médiévale et probablement aussi, c'est une question qui se pose, de l'importance de ces manuscrits. En effet, dans les analyses effectuées sur les manuscrits entre le XIIIe et le XVIIIe de Khalila Ouadimna, nous avons vu l'absence totale de lapis lazuli à partir du XVIe siècle, qui peut correspondre en effet à un emploi moins généralisé de ce pigment, mais qui peut aussi renvoyer au fait que les manuscrits qui ont été analysés dans le cadre de cette étude étaient des manuscrits beaucoup moins luxueux et où l'on ne trouve que l'indigo. Donc se pose vraiment la question de l'emploi du lapis lazuli dans les manuscrits arabes sur la durée. Ce lapis lazuli va exprimer des tons extrêmement variés, du plus clair au plus foncé. L'on voit sur la première image des nuances de bleu qui ont été obtenues à partir d'un même bleu en faisant varier la finesse du broyage et en ajoutant des quantités plus ou moins importantes de grains blancs. On voit aussi à l'occasion de cette image une des manières de représenter la diversité des couleurs avec l'emploi de ces bandes de couleurs pour obtenir des dégradés, ce qu'on ne trouve pas dans tous les manuscrits. Alors, ce lapis lazuli va se partager en quantité égale avec de l'indigo dans plusieurs manuscrits, ou de façon plus modeste. Il est absent en tant que couleur seule dans plusieurs manuscrits, et on peut se demander si cela a une signification. Et c'est un peu une des questions à laquelle j'ai été confrontée tout le long de ce travail, c'est comment interpréter l'absence ou la présence d'un pigment dans un manuscrit.
L'indigo est en revanche présent absolument dans tous les manuscrits en tant qu'intégré dans des mélanges. Et il permet de faire de nombreuses couleurs comme le vert, le rouge, le gris, et de les moduler. Il est difficile de cerner un usage sélectif dans l'emploi du lapis lazuli et de l'indigo, mais il semble que le lapis ait été utilisé pour des détails plus importants. On trouve aussi d'autres bleus, dont le smalt, qui est un minéral à base de silicate de potassium et de cobalt, et qui n'est trouvé que dans un seul manuscrit. Et ce qui pose question, puisque ce pigment est utilisé en Europe à partir seulement du XVIe siècle, mais qu'il semble qu'au Moyen-Orient, il était présent plusieurs siècles auparavant. L'azurite n'est présente qu'une seule fois, sur une seule occurrence et seulement en mélange. Et le folium, propre aux manuscrits occidentaux, est également trouvé dans le copte arabe 1 pour faire un bleu violacé, et on va le retrouver dans ce manuscrit également présent dans de nombreuses occurrences. Le bleu de Prusse est seulement présent dans les repeints tardifs. Pour les couleurs vertes, on trouve deux types de vert. Un vert composite qui est issu d'un mélange de bleu et de colorant jaune, qui est très fréquent à l'époque médiévale. Ce bleu est majoritairement à base d'indigo et a été identifié donc à la BNF comme un mélange avec de l'or-piment, alors que pour les autres analyses, le colorant jaune reste incertain. Ce vert composite s'accompagne également d'un vert de gris qui est présent plus modestement et qu'on va retrouver par exemple dans la Thériaque pour peindre des éléments de feuillage dans les enluminures, tandis que le vert composite va être uniquement réservé aux détails, aux végétaux. Pour les couleurs jaunes, on peut noter que le jaune est très peu utilisé en tant que couleur dans la palette de couleurs de l'ensemble du corpus. L'or-piment donc est identifié de façon certaine, mais il reste un grand point d'interrogation sur un certain nombre de manuscrits. L'ocre jaune n'a été trouvé qu'à une seule occurrence, dans un seul manuscrit, et le para-réalgar, un dérivé du réalgar, a seulement été utilisé dans le manuscrit syriaque. On peut noter aussi que l'or est employé partout et occupe souvent la place du jaune. Pour les couleurs rouges, je vais essayer de me dépêcher. Le pigment le plus utilisé est le cinabre, ou vermillon, qui a été employé depuis l'Antiquité du fait de son accessibilité et de sa facilité de préparation. Il est utilisé généralement seul, mais aussi dans de nombreux mélanges pour exprimer de différentes tonalités de rouge, avec du rouge de plomb, du blanc de plomb, par exemple pour les carnations, de la cochenille, mais aussi avec de l'indigo. La laque de cochenille est le deuxième colorant qui est utilisé pour les rouges, qui produit des rouges plus lumineux, plus clairs, et qui n'apparaît pas dans tous les manuscrits. On a aussi l'emploi du rouge de plomb ou minium, un rouge un peu plus orangé, qui est présent dans des mélanges. L'ocre rouge est trouvé seulement dans un seul manuscrit. Les pigments rouges, donc principalement le cinabre et la cochenille, sont aussi à la base des couleurs dérivées du rouge, que sont le brun et l'orange, le rose et le violet. Et ce sont sans doute les couleurs qui utilisent le plus de pigments différents et de mélanges. Donc je vais passer très vite. Donc on voit à travers ce tableau le nombre de mélanges donc, qui sont utilisés. Et c'est la même chose pour
Et je voulais juste montrer cette image des marcramates 5847 qui montre en effet cette diversité absolument énorme de couleurs dans les tons de jaune, de marron et de brun. Pour ce qui est du rose et du violet, je voudrais juste citer le fait que au milieu de la cochenille et du cinabre utilisé, on a pour le violet un usage tout à fait curieux du folium dans un manuscrit copte, mais aussi plus curieusement dans un manuscrit arabe, et de l'orseil, donc, qui est aussi caractéristique des manuscrits occidentaux. Donc, j'arriverai à la conclusion. Que peut-on donc déduire de cette énumération assez fastidieuse ? On voit en effet quelques grandes constantes au niveau des pigments employés. Le lapis l'indigo, le cinabre la cochenille, le rouge de plomb, le vert composite, le vert de gris, sans doute leur piment et le blanc de plomb, l'ocre rouge. On voit également quelques pigments plus rares comme l'ocre jaune, le smalt, le folium et l'orseil, sur lequel on doit se poser de nombreuses questions. Et on est face à une grande quantité de mélanges qui sont en effet le plus difficile à traiter et le plus difficile à interpréter. Et la question de comment donc aborder cette question des similitudes entre corpus arabe et corpus chrétien, si on se livre à une stricte comparaison des palettes, on est vite dans une limite que vous avez soulevée tout à l'heure dans l'étude des pages. Donc on reste dans une énumération qui souvent n'a pas de sens et à laquelle qu'il est vraiment extrêmement difficile d'interpréter. Donc, en conclusion, j'aimerais soulever quelques pistes de recherche sur lesquelles je compte continuer à travailler. D'abord, la nécessité de formaliser la spécificité de chaque manuscrit et de définir pour chacun des manuscrits chrétiens les emprunts à chacune des traditions byzantines, à la fois byzantines et islamiques. Non seulement au niveau des pigments, mais aussi pour les éléments iconographiques et stylistiques. La deuxième chose, ce serait de créer des regroupements qui sont basés sur la localisation politico-géographique et voir s'ils sont pertinents. On aurait ainsi un groupe autour de la Gézira, avec le Dioscoride, l'Atériaque, le premier des marcramates et le manuscrit syriaque, un deuxième autour de l'Égypte et de la Syrie ayoubide, avec les deux coptes et les deux manuscrits faits en Syrie ou en Égypte, et une dernière catégorie avec l'Irak abbasside qui servirait un petit peu de référence. Ensuite, il me paraît absolument important de trouver des grilles de lecture pour ne pas justement trop s'éparpiller dans des comparaisons qui restent assez stériles et d'établir des similitudes au niveau des couleurs et de la manière de peindre, donc sur un certain nombre d'éléments, comme les éléments naturels, c'est-à-dire la représentation de l'eau, du ciel, des végétaux, des rochers, mais aussi les éléments de décor, les bateaux, formes architecturales extérieures et intérieures, et aussi les personnages, la représentation des visages, des carnations et la façon dont sont peints les vêtements. Et je finirai donc par cette dernière image qui illustre un peu ce travail qui pourrait être sur des éléments, en vous montrant à la fois la profonde similitude entre la façon de peindre les rochers et aussi les quelques divergences au niveau des couleurs. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Mais c'est moi qui suis désolé de vous avoir chargé d'un tel travail dont je viens seulement de prendre conscience à la lumière de vos recherches et qui ont été exemplaires, qui vont bien au-delà de ce que j'attendais, de ce que j'espérais, si j'ose avoir attendu quoi que ce soit. Si Angelo, vous voulez bien nous rejoindre pour les quelques questions auxquelles la salle a le droit avant d'en venir à la conclusion de ces 2 journées.
j'ai une question à Annie René. Cette image des chameaux me plaît beaucoup. Et je me souviens d'une intervention, j'ai écouté quelques années sur les noms du brun, de la couleur des chameaux. Et ce qui m'intéresse, est-ce qu'il y a aussi des rapports entre les couleurs qu'on trouve dans les manuscrits et la différenciation des teintes dans les langues arabes, syriaques et coptes? Grande question. À ma connaissance, ce travail n'a pas encore été fait. Il se trouve qu'on a très peu de textes sur les couleurs dans le monde arabe, et sur la façon de... On a beaucoup parlé des recettes aujourd'hui. On a très très peu de choses sur les couleurs dans le monde arabe. On possède beaucoup plus de renseignements sur le monde persan. Et c'est en effet une question soulevée qui nécessiterait de travailler justement sur s'il existe des couleurs justement dans les textes sur les chameaux et sur les dromadaires et qui permet en effet de voir un petit peu davantage. Et alors dans le monde syriaque, n'en parlons même pas. Mais ça serait intéressant justement de voir dans les traités sur les animaux qui étudient chaque animal l'un après l'autre. Et ça vaudrait vraiment le coup de regarder ce qui est noté pour les dromadaires. May I ask one question to Annie and then to Angela? First question to you. You mentioned that in each of the manuscripts there was lapis lazuli. My colleague made some research on Nubian, pigments, and she wrote that lapis lazuli was very expensive. So I would like to ask you, where from do you think it was taken? From the area of today's Afghanistan or from where? C'est une question vraiment très intéressante et à ma connaissance, il n'y a justement aucun renseignement sur les prix du lapis lazuli. Et j'ai en effet été beaucoup questionnée par l'absence du lapis lazuli à partir du XVIe siècle dans les manuscrits évoqués. Je voudrais aussi rajouter ce que j'ai oublié de dire, c'est que le nombre de manuscrits arabes analysés étant... il y a déjà assez peu de manuscrits arabes qui nous sont parvenus par rapport à l'immense masse des manuscrits persans ou des manuscrits latins ou byzantins. Et très peu d'analyses ont été faites, donc on a un corpus de référence qui finalement n'est peut-être pas pertinent. Là, on a des manuscrits qui sont des manuscrits luxueux. Donc, il serait vraiment intéressant de faire pour cette période des analyses sur des manuscrits moins luxueux, moins achevés, et de voir si là aussi on a un usage du lapis lazuli présent partout. Merci beaucoup. And if I can ask the question, you mentioned that what we see and what is in reality is different. So what could you suggest? Because as art historians, we not always have opportunity to take some samples. For example, I was also working on Fayum portraits, and we couldn't take samples from the Egyptian Museum. But I have to describe it somehow. So how to describe, how to build the language of description of in such situation? I know really an answer to your question, because I have a big problems in defining just for me the color. The mauve color, je ne le connais pas, is not in my background. It define a color, so the perception is important. I think during the lunch, I have a little discussion with Thomas, and his point of view is very good, because we need to take information, a lot of information. And we start with the surface. We define the color, we define the macro area, and after with good data we can search correlation, and we go in deep in definition, and we can change our database, for example.
for me is the only way. Is impossible for me to define in the first step all the metadata, metadonnées, to define all the variables of the problem. For me, this is impossible. You need to recoil a lot of information, and after you tune. There are about the Egyptian blue. Okay, we now discovered that all paints, all miniature contain Egyptian blue. It's a joke, but you probably show, and also Thomas, the azurite with some dots in Egyptian blue. Okay, now we start the critical point of view. Are you sure that is Egyptian blue? Why? Because the will give you the information, because the spectroscopy give you the information. Are you sure there are no other compounds able to give you this kind of information? Zinc oxide, for example. There are some impurities maybe can give this. But anyway, she recoiled the information. This is the point. This is the word. And are good information. After we discuss, and maybe the question from the art historian point of view is, but why someone use azurite with mixed or below the Egyptian blue? I don't know, but I think it's a dynamic. That's all. You're welcome. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie une nouvelle fois pour ces communications tout à fait passionnantes. Et puisqu'il me revient l'honneur de prononcer quelques mots de conclusion à l'issue de ces 2 journées, il convient de remercier en premier lieu une nouvelle fois Charlotte de Noël et le département des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France, qui nous accueille aujourd'hui, mais également Sigrid Mirabeau et toute son équipe, l'Institut national d'histoire de l'art, bien évidemment, mais aussi tous les intervenants, chimistes, physiciens, archéologues, historiens de l'art, qui ont contribué à la richesse et à la réussite de ce colloque, dont je profite pour signaler que l'enregistrement des 2 journées de rencontre sera bientôt disponible en ligne sur les sites de la Bibliothèque nationale et de l'INHA. L'ambition donc de ce colloque, vous l'avez compris, était de montrer l'actualité et la pertinence des recherches consacrées aux matériaux de la couleur à travers une ère géochronologique large et sur des types de supports très variés. Les thèmes abordés avec une remarquable cohésion par les intervenants reflètent clairement les questions soulevées au cours de la conférence inaugurale de Michel Pastoureau, auxquelles elles apportent des éléments de réponse novateurs et en constante évolution. Du Paléolithique supérieur à la Renaissance, du Canada à l'Irak, en passant par le Soudan, l'Italie et la Gascogne, ces recherches trahissent une aspiration commune au décloisonnement géographique et chronologique, je dirais même linguistique, des productions matérielles. En témoigne la multiplicité des techniques et des intentions qui ont présidé à l'élaboration de relations complexes entre espace, fonction et représentation, dont Émilie Chalmin a montré les prémices à l'aube de l'humanité et dont nous avons pu percevoir les échos en Nubie, dans le décor des édifices chrétiens présentés par Magdalena Waptage. En dépassant l'approche positiviste, souvent reprochée à ce type d'analyse, en allant au-delà d'une simple identification des matériaux, ces recherches ont montré des ouvertures plurielles, encourageant une plus large compréhension du paysage artistique et de ses mutations, de la trajectoire des colorants au geste de l'artiste. Ce que l'œil voit, ce que l'artiste a voulu exprimer, ce que l'analyse nous dit de la matière. L'approche technique des colorants, permise par des partenariats nombreux et solides entre nos institutions, encourage le dialogue entre les spécialistes des sciences dites humaines et expérimentales, qui nous rappellent à quel point cette distinction est discutable, sinon inopérante. Sans l'historien de l'art, le chimiste est aveugle, et sans le chimiste, l'historien de l'art est muet. Reste la science au sens médiéval du terme. Le rapport étroit entre matière première et milieu de création a été souligné à plusieurs reprises.
depuis la circulation du bleu égyptien et du lapis-lazuli, évoqués par Maurizio Aceto et Thomas Caligaro, jusqu'aux cieux pourprés des enluminures ottoniennes dont Thomas Reiner a rappelé toute la richesse sémantique. Au-delà des incertitudes que soulève l'interprétation des recettes antiques et médiévales, lorsqu'elles existent, la géochronologie des colorants se voit ainsi renouvelée à la lumière de la spectrométrie. Notre connaissance de l'évolution de l'utilisation des colorants est en constant mouvement et vient consolider les progrès de la paléographie, de l'histoire des textes et des études stylistiques. À ce titre, la conjonction d'une stylistique de la couleur et d'une stylistique pigmentaire que Michel Pastoureau appelait de ses voeux a nettement démontré l'apport précieux des analyses physico-chimiques à notre connaissance des pratiques d'atelier. L'identification de plusieurs mains au sein d'un même manuscrit et les méthodes de travail des peintres, malgré les limites d'une telle démarche, comme l'a montré Anne Michelin avec le Béatus de Saint-Sévère. L'attribution de matériaux et d'œuvres à des aires géographiques ou des ateliers, par ailleurs, dont Francesca Robotti a éclairé les enjeux à l'échelle des antiphonaires commandés par la cour pontificale. Si l'identité des artistes eux-mêmes nous échappe encore, il n'est jusqu'à l'intention des commanditaires, entrevue avec Doris Oltrog, qui ne se révèle à travers les matériaux du livre ottonien et la valeur sémantique dont ils sont investis au fil des pages. Plusieurs communications ont enfin initié des réflexions inédites dans des domaines encore méconnus de l'histoire de l'art, qui commencent à peine à s'ouvrir au grand public. Angelo Agostino a montré les avancées et les perspectives des analyses appliquées aux plus anciens témoins de l'enluminure chrétienne et la nécessité d'entretenir des collaborations interdisciplinaires au service d'une juste interprétation des œuvres antiques et médiévales. Annie Vernet-Nourry, enfin, a apporté des preuves tangibles de techniques communes aux artisans chrétiens et musulmans au sein du monde abbasside en montrant toute la place des textes poétiques et scientifiques. De telles recherches contribuent à une étude transversale des productions artistiques, par-delà les fractures linguistiques et religieuses, en prenant le livre pour repère en tant que médium de culture, objet sacré et bien matériel. Le temps de la création, enfin, que suggère tant l'imprécision des recettes que la variété des nuances d'une même couleur. Faut-il 3 jours? Faut-il 9 mois? C'est peut-être finalement la même chose. Le temps de la création donc reflète celui de l'étude et de l'interprétation. Une nécessaire gestation que nous évoquions hier soir devant la masse des données collectées au fil de nos travaux. Je terminerai donc en reprenant les mots très judicieux d'Isabelle Marchesin, qui évoquait tout à l'heure la révolution qui se dessine à l'échelle de l'histoire de l'art médiéval et dont nous espérons bientôt apprécier les fruits. Je vous remercie.